Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire Comprendre l'impact de l'hypertension pulmonaire sur le côté droit du cœur. Je m'appelle Kimberly Brunel et je suis la gestionnaire des programmes de soutien et d'éducation à la HTP Canada. Je participe au webinaire aujourd'hui de mon territoire à Mississauga, en Ontario. J'aimerais prendre un moment pour souligner les terres qui constituent la ville actuelle de Mississauga et font partie du territoire traditionnel et du traité de la Première Nation des Mississauga du Crédit de la Confédération Haudenosaunee et Nation Huron-Wendat et Wendat. Nous reconnaissons ces peuples et leurs ancêtres comme des peuples qui habitent ces terres depuis le temps immémoriaux. Et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de vivre, de travailler et d'apprendre sur ces territoires. L'article d'information, le webinaire aujourd'hui est offert en anglais et en français. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, sélectionnez votre langue que vous aimeriez écouter. Si vous avez besoin d'aide, sentez-vous libre de nous envoyer un message dans le chat. On peut vous aider. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré en anglais et en français. Et si vous voulez réécouter, si vous avez manqué quelque chose en cours de route, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours retourner et écouter. Ça sera publié sur notre canal YouTube la semaine prochaine. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez les publier dans la boîte de questions-réponses. Faites-le durant le webinaire. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions à la fin de la session. Donc, sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invité, Dr. Jason Weatherall. Il n'est pas nouveau pour la plupart. Dr. Weatherall est professeur agréé du département de médecine et de division de médecine pulmonaire à l'Université d'Alberta. Il a complété ses études et sa formation clinique à l'Université de McGill, à l'Université d'Alberta et à l'Université de Calgary. Il a ensuite effectué une bourse de recherche sur une hypertension pulmonaire à Paris et en France et a obtenu une maîtrise en sciences en essais cliniques à Londres, au Royaume-Uni. Ses intérêts de recherche comprennent les méthodes d'évaluation de risque, des nouveaux centres critiques d'évaluation, des essais cliniques et des maladies vasculaires pulmonaires. Sans plus tarder, Jason, je suis tellement heureux que tu te joins à nous aujourd'hui. À toi maintenant. Merci beaucoup pour l'introduction et merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. Mettez toutes les questions que vous pourriez avoir dans la boîte de questions, dans le chat en français ou en anglais. Les Français, je vais essayer de répondre si possible en français. C'est depuis un temps maintenant, depuis que Kim et moi, on a discuté et de parler de comment l'hypertension artérielle affecte le côté droit du cœur. Je crois que c'est un sujet vraiment important et mon objectif, c'est de vous aider à comprendre la connexion entre l'hypertension pulmonaire et le côté droit, qu'on puisse comprendre la relation entre le cœur droit, les prognoses et les choix de traitement qu'on fait ensemble. Je veux aussi aider tout le monde à comprendre, quel traitement peut nous aider euh, pour les gens avec le PH ou l'HTP et pourquoi il nous manque d'autres euh, options pour ce traitement. Donc, tout le monde qui regarde, qui se joint à nous, auront différents niveaux de compréhension. Donc, je vais commencer à la base, en fait, pour comprendre que tout le monde puisse comprendre l'autonomie du cœur et des poumons. Donc, les poumons sont là dans votre poitrine, côté gauche, côté droit, qui sont ventilés. À chaque fois que vous respirez en tirant de l'air qui passe par la trachea et se diffuse dans les petites parties des alvéoles. Et votre cœur est assis un petit peu entre les deux poumons, dans la cavité de la poitrine. Il y a le côté droit et gauche du cœur. Donc, le sang du corps, qui n'a pas beaucoup d'oxygène, revient au côté droit du cœur et qui est pompé dans les poumons où l'échange de gaz arrive. On absorbe l'oxygène, on élimine l'oxyde de carbone. Et ce sang riche en oxygène retourne des poumons vers le côté droit du cœur et pompe le sang vers le reste du corps et ça fait un circuit. En médecine, on pense un peu plus à propos du cœur et les poumons comme ceci, plutôt que simplement deux organes séparés. Ils sont connectés les uns aux autres et ils sont assis dans une façon linéaire comme ceci. Donc, le sang rentre du côté droit du cœur et ça, c'est une pompe séparée qui pompe le sang vers les poumons et les petits vaisseaux, les capillaires pulmonaires, sont où l'échange de gaz se produit et ensuite, ça revient
au l'atrium gauche et le ventricule gauche. Donc, le cœur, c'est comme déconnecté, comme deux pompes séparées avec le cœur, les poumons qui sont au milieu. Lorsqu'on pense à la cause de l'hypertension pulmonaire, c'est un petit peu comme je vois tout ça du côté gauche vers les poumons et vers l'artère pulmonaire. Donc, c'est un petit peu plus sophistiqué. Maintenant, des chambres du cœur. Donc, fondamentalement, il y a quatre chambres. Vous avez l'atrium droite qui est en bleu et le sang passe que par la valve dans le ventricule droit. Donc, le ventricule droit contracte, pompe le sang dans ce qui est dans l'artère primaire. L'artère se sépare vers un gauche et un droite et pour entrer vers chaque poumon. Et l'échange de gaz se produit et oxygéné, ou le sang oxygéné revient à l'atrium gauche que vous pouvez voir ici en rouge, passe par la valve et le ventricule est pompé vers le corps via la rota. Donc, quatre chambres principales. Celle du droit est connectée au poumon. Si vous voulez, il y a un code QR ici que vous pouvez scanner aussi un lien qui est là, qui va en plus un petit peu plus en détail sur l'anonymie. Donc, vraiment important, un concept fondamental, c'est que le côté droit du cœur et le côté gauche du cœur ne sont pas le même. Ils se développent in utero au travers de la jeunesse différemment et ils sont conçus ou orientés vraiment différemment. La façon que j'essaie d'enseigner les étudiants médicaux sur le ventricule gauche est orienté plus et formé comme un football et le ventricule droit est comme un croissant. Et donc, à la droite ici, il y a des images qui sont par des IRM. Et vous pouvez voir la forme de la gauche, c'est un petit peu plus comme un cône, un football, et le ventricule de droite est comme par-dessus l'autre, est plus mince, est plus large, est plus courbé, comme un croissant. Donc, c'est deux chambres du corps, le ventricule droit et le ventricule gauche, plus musculaire, partie du cœur qui pompe le sang, sont vraiment différentes. Donc, le côté droit, comme vous pouvez voir sur la droite, est très mince à comparer du côté ventricule gauche. Donc, il partage un mur qui s'appelle le septum. Mais vous pouvez voir à droite, c'est plus comme un croissant, mais le mur extérieur de ce muscle est beaucoup plus mince. C'est parce que normalement, le ventricule droite pompe à basse pression plutôt que la gauche. Donc, la pression normale dans le poumon, c'est de 20 sur 60 mm de mercure. Le 20, c'est le top et le 6, c'est le plus bas. Bon, c'est la pression artérielle lorsque vous allez au bureau du médecin. Sur le bras, c'est à peu près 5 à 6 fois plus haut. Donc, c'est 120 sur 80. Ça serait une pression normale. Donc, le ventricule gauche doit être plus épais, plus fort pour pomper contre cette haute pression. Et le ventricule de droite n'a pas besoin d'être épais pour pomper contre une plus basse pression dans la santé. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'hypertension pulmonaire? Lorsque la pression dans le poumon augmente à cause de la maladie, le côté droit du cœur doit pomper un peu plus fort. Initialement, le côté droit compense. Elle peut le faire, donc elle peut contracter avec plus de force pour passer le sang par cette pression un peu plus élevée dans le poumon. Donc, comme toute formation de muscle, quand on travaille contre un plus gros poids, le muscle devient plus épais, mais aussi il commence à dilater. Ce qu'on voit ici, dans l'image de gauche, c'est un échocardiogramme, une ultrason de votre cœur. Et donc, le bout du triangle ici, si on veut, du cône, c'est là où le Saint-Trusson se trouve et regarde dans la profondeur du corps. Donc, à la gauche, la droite et à la droite, vous avez le ventricule de gauche. Le ventricule, donc les flèches ne s'alignent pas, mais le ventricule de droite est moins que celle de le ventricule de gauche au début. Mais dans le temps, ce qui arrive, c'est que le côté droit se dilate et devient avec cette pression, de haute pression dans le poumon. Le ventricule de droite fait face. Bon, elle n'est pas conçue de pomper contre cette pression. Elle devient plus grande. Elle se dilate. Lorsque ça arrive, la valve tricuspide, parce qu'il sépare l'atrium de gauche et de la droite, elle est étirée aussi et les
les valves ne se touchent plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que le cœur pompe, il y a un certain sang qui n'avance pas dans les poumons. En fait, ça retourne, ça recule. Et ça fait que le cœur pompe est moins efficace parce qu'à chaque fois qu'il y a une contraction, moins du sang passe de l'avant et plus retourne vers l'arrière. Et au cours du temps, de l'atrium de droite qui voit beaucoup plus de sang qu'il est habitué de voir à cause de cette valve qui coule, commence à s'élargir. C'est ce qu'on voit dans la photo sur la droite. C'est là, ici, où on commence à voir la décompensation du manque de fonction du côté droite. Lorsque la pression monte et que l'atrium augmente et que la pression recule dans les autres organes comme le foie, l'abdomen et dans l'intestin et dans les jambes, c'est là où beaucoup de ces symptômes deviennent présents. Et à ce point-ci, les patients avec ces problèmes ont des symptômes et vont commencer à se sentir mal. Donc, c'est vraiment important de s'assurer qu'on parle la même langue lorsqu'on parle du manque dans le côté droit. C'est un syndrome, ce n'est pas un diagnostic ou une maladie en soi. Et le syndrome a des composantes. Donc, une des composantes nécessaires pour appeler quelque chose manque du côté droit, c'est qu'il y a dysfonction la structure du côté droit du cœur. Ça peut être basé sur les échocardiogrammes, IRM, résonance magnétique, le cathéter qui mesure la fonction du cœur de certaines façons, ou des tests tels que le BNP ou l'NPP, ou le taux de BNP, les hormones qui sont sécrétées lorsqu'il y a une pression sous stress. Et plusieurs cliniques vont vérifier l'hypertension. Donc, toutes celles-ci peuvent être des indicateurs du manque de fonction du côté droit du cœur. Par contre, ça n'est pas, on ne peut pas appeler ça l'insuffisance. Quand on parle d'insuffisance, il doit y avoir des symptômes qui sont liés à un apport insuffisant du sang. Et généralement, on parle au du cœur, c'est une pompe qui ne livre pas le sang correctement aux poumons et donc au reste du corps. Ou elle le fait aux dépens des plus hautes pressions du côté droit du cœur qui amènent à la congestion. Quand je parle de congestion, l'insuffisance du livraison de sang, ça veut dire quoi en termes de symptômes? Lorsqu'on ne peut pas livrer assez de sang aux organes et les muscles, lorsque vous faites des activités, vous pouvez manquer de souffle, peut-être vous vous sentez fatigué, si pas assez de sang peut se rendre au cerveau avec l'activité, les gens se sentent légers au cerveau. Et lorsque cette pression et cette congestion retourne dans le foie ou l'abdomen, vous allez avoir un abdomen qui augmente et les fluides dans les jambes. Donc, vous avez besoin des deux pour diagnostiquer le syndrome d'insuffisance du cœur côté droit. Donc, pourquoi est-ce ça nous préoccupe? Pourquoi est-ce que se préoccuper autant de l'insuffisance du ventricule de droite? Donc, il y a un lien à la survie aux patients avec l'hypertension pulmonaire. Non seulement que ça cause des symptômes, mais c'est on peut prévoir le prognostic. Bon, regardons ces chiffres un instant. C'est vraiment une façon commune de représenter les données dans la recherche médicale qui s'appelle Kaplan-Meier courbe. Donc, ce qu'on voit sur la gauche ou le vertical, en partie du haut, c'est la proportion des patients dans l'étude qui sont encore en vie à tout moment donné. Donc, les patients commencent en haut à gauche et dans le temps, une plus basse proportion de eux sont encore vivants ou dans cette étude ont eu des transplantations. Donc, on sépare la population selon la fonction du côté droit du cœur. Et cette étude, c'est basée sur les cathéters de droite et le volume c'est la quantité de sang qui est pompé dans chaque battement de cœur. C'est un indicateur de la fonction du cœur. On utilise d'autres choses comme le cardiac output, le nombre de sang qui est pompé par minute, mais voici la quantité de sang qui est pompé par battement de cœur. On a séparé les groupes en 4 différents groupes. Donc, la ligne jaune, c'est les gens avec les plus hautes volumes ou plus proches du normal, avec des volumes normaux. Et la ligne bleue, c'est ceux avec des volumes très bas. Et donc, ça, c'est après les traitements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui n'améliorent pas leur volume avec les traitements d'hypertension pulmonaire et demeurent à la baisse ont un plus bas taux de survie dans le temps. Si vous regardez la ligne bleue jusqu'après 4 ans, seulement la moitié des patients sont encore en vie. Et si vous regardez la ligne jaune, après 4 ans, à peu près 80-85 sont encore en vie. Ça veut dire que la fonction du côté droit du cœur, avec les thérapies, est associé fortement à comment les patients vont réussir à long terme.
Bon, c'est pas simplement lié à l'hypertension artérielle pulmonaire, mais c'est important dans d'autres maladies comme l'insuffisance du côté gauche. Vous vous souvenez du diagramme que j'ai montré plus haut du cœur, qui a deux pompes séparées, alignées. Le côté gauche, c'est en bas du courant et toute insuffisance du côté gauche peut reculer par les poumons et causer ce qu'on appelle groupe 2, hypertension pulmonaire type 2, due aux maladies du cœur. Ça peut affecter le ventricule droit. Voici une courbe semblable qui montre la proportion des patients qui sont encore en vie séparés s'ils avaient un nouveau ventricule normal ou une réduction du côté droit. Donc, une proportion des patients sont encore en vie à comparer à ceux qui ont des fonctions normales ventriculaires droites. Donc, l'importance du droit gauche, c'est important, ou pardon, le partie du cœur droit est un prognostic de facteur de terme, comment que les gens vont survivre dans le temps. Donc, comment gérer les patients avec l'hypertension artérielle au travers de l'insuffisance du cœur à partie droite? On doit le diagnostiquer, on doit le gérer en utilisant multiples stratégies. Vraiment, dans les patients malades, dans les hôpitaux, on fait toutes ces choses en même temps. Donc, en commençant en haut, on doit identifier, traiter les causes sous-jacentes. Donc, les échecs du cœur droit, la maladie, souvent, c'est affecté par quelque chose comme une infection, l'hypertension artérielle, ils ont une grippe pour développer l'anémie ou le caillot de sang. Ils n'ont pas assez de fer ou développer des caillots qui arrivent aux gens de toute façon. Bon, ça peut les faire passer de l'autre côté, que le côté droit du cœur va tomber en insuffisance. Un des premiers principes, c'est d'essayer de réduire la post-charge, la pression que le cœur doit pomper. Et l'hypertension, les vasodilateurs font, mais lorsque les gens s'empirent, c'est une situation dans laquelle on va rajouter des vasodilateurs où on peut changer à des façons plus efficaces pour les livrer, comme mettre les gens sur les médicaments intraveineux comme ibuprofenol plutôt que ou en plus de leurs médicaments oraux. L'autre chose qu'on fait, c'est réduire la précharge ou l'étirement du cœur droit. Lorsque le développement d'insuffisance passe au cœur gauche, il y a pas assez de sang qui passe euh, et ça retient tout le sel et l'eau qu'ils peuvent. Donc, ça perpétue un cercle vicieux où il y a plus de fluide dans les reins, mais plus de pression sur le cœur. Et ensuite, ne lit pas autant de sang au foie, pardon. Donc, ça peut être traité ou adressé en utilisant les diurétiques, les pilules d'eau, furosemide ou Lasix. Et dans des cas sévères, dans les hôpitaux, ça peut exiger de la dialyse temporaire pour enlever tout ce fluide. L'autre chose qu'on peut faire, c'est améliorer la force de la pompe euh, de droite. C'est fait par des médicaments inotropes, c'est des intraveineuses qui sont faits dans les soins intensifs qui vont stimuler ce muscle pour se contracter plus fort. La dernière chose qu'on peut faire dans des situations graves, c'est de remplacer le système ou enlever la pression en utilisant des ECMO, qui veut dire des oxygénisations membranes d'oxygène. Si vous regardez en Google, c'est ECLS, qui est un support de vie. Euh, et si les patients ne s'améliorent pas, on peut considérer la transplantation d'un poumon pour arranger la pression sur le cœur et régler la pression sanguine. Donc, je veux comparer ce qu'on sait ici pour traiter l'insuffisance de la gauche versus ce que nous avons pour l'insuffisance de la droite. Ceux qui ont l'insuffisance de la gauche, qui est la congestion d'insuffisance du cœur gauche, mais voici les traitements prouvés qui améliorent les options avec l'insuffisance de la gauche. Donc, il y a différentes classes de médicaments qui sont utilisés à combinaison, qui ont été étudiés en des grands essais cliniques et il y en a que c'est des appareils aussi qui vont améliorer les résultats et seront recommandés dans l'insuffisance de la gauche. Vous pouvez voir à la droite tous les traitements et les équipements qu'on a approuvés pour la droite. Il n'y en a aucune. Donc, à part de l'hypertension pulmonaire, les diurétiques, des médicaments à court terme dans les soins intensifs et transplantation, il n'y a pas de traitement direct qui peut améliorer la fonction, le résultat de l'insuffisance du cœur droite. Donc, c'est une faille dans notre connaissance et un grand besoin pour de la recherche future.
Bon, c'est pas que les gens n'ont pas regardé ces choses. Voici, c'est vraiment une figure complexe, mais pour illustrer qu'il y a des cibles potentielles pour l'intervention médicale qui peuvent améliorer les ventricules de droite et les fonctions qui peuvent améliorer le- les résultats. Euh, on peut cibler les protéines dans la mitochondria. On peut penser à empêcher ou améliorer la fibrose ou les tissus. Euh, il y a l'inflammation aussi, qui est une composante importante. Il y a les thérapies hormonales qui sont vraiment intéressantes aussi parce que nous savons que les patients sont des femmes et ont plus susceptibles d'avoir une hypertension pulmonaire. Mais lorsque les hommes l'ont, ils ne font pas aussi bien. La raison pour cela, c'est que le ventricule droit de l'homme ne s'adapte pas aussi bien à l'hypertension pulmonaire et est plus susceptible à faillir. Donc, on a regardé voir si les hormones ont quelque chose à faire avec ça et si on peut modifier ça en adressant les hormones. Mais euh, c'est un besoin qui n'est pas rencontré encore. Pour réagir à ce besoin, une des choses qui a été faite au Canada, que possiblement que vous êtes familier avec dans les dernières années, c'est ce programme qu'on travaille pour développer qui s'appelle CRAVE. CRAVE, qui veut dire le ventricule droit, la plateforme d'adaptation. Donc, le but de ce programme, c'est de mettre à l'épreuve des nouveaux, mais aussi des médicaments qui peuvent améliorer le côté droit du cœur pour un grand spectre de patients qui vont développer l'hypertension pulmonaire ou l'insuffisance du cœur. Donc, on est au début du stage de ce programme. On a des essais pour voir si c'est faisable, pour même avoir un plus grand essai ou recruter des patients avec l'hypertension pulmonaire et l'insuffisance du cœur droit. Et on essaie de voir si on peut, avec efficacité, collecter des données en utilisant les téléphones intelligents, les apps, pour quelques-uns des essais cliniques et les données qu'on aura besoin pour potentiellement décentraliser le tout, pour que les patients dans les essais peuvent participer sans avoir à rentrer dans le centre d'hypertension artérielle qu'on a besoin, mais on doit déterminer si c'est valide et précis. Cet essai de faisabilité va informer un plus grand essai sur lequel on travaille en parallèle, qui pourrait mettre un test de plusieurs traitements potentiels qu'on a en tête versus les soins placebo. Et donc, ce type d'essai nouveau est un peu plus flexible où on peut rajouter des nouveaux traitements potentiels et trouver des données. Si le traitement ne fonctionne pas, on peut l'arrêter plus tôt pour que les patients, moins de patients sont exposés à des thérapies futiles et des nouvelles thérapies peuvent être rajoutées. Cette façon de faire un essai clinique est un peu plus efficace et potentiellement plus rapide à arriver aux conclusions que nos méthodes standards de clinique et d'essais cliniques, un placebo, un médicament qu'on fait multiples différents essais pour chaque traitement. Une chose que je peux mentionner, c'est que l'hypertension pulmonaire, l'Association du Canada a vraiment été instrumentale avec les patients, les partenaires, pour informer comment cet essai devrait se faire, quel genre de choses qu'on devrait mesurer durant l'essai clinique. Je dirais que cette initiative vient des patients. On savait que le ventricule de gauche était important, mais dans cette étude que nous avons faite il y a quelques années, le partenariat avec HTP Canada, on a regardé le top 10 priorités pour les recherches futures dans l'hypertension pulmonaire et le programme CRAVE s'aligne avec les top 10 questions qui sont quels sont les mécanismes de l'adaptation du cœur droit au PH ou HP et quelle intervention ou traitement vont amener les meilleurs résultats, puisque nous savons que l'insuffisance du cœur droit, c'est un déterminant important des résultats dans les thérapies du HP. Les thérapies qui vont toucher le ventricule de droite vont avoir des meilleurs résultats. Dernièrement, on n'est pas les seules personnes ou groupes de personnes qui travaillent sur ça. C'est un appareil intéressant que j'ai entendu parler en janvier dans une conférence qui s'appelle la ARIA. Je vais mentionner que c'est expérimental encore, mais c'est un implant qui fonctionne avec un cathéter, euh, une ballonne qui est assise dans l'artère pulmonaire, qui a une expansion, une contraction pour aider à réduire la quantité de travail que le ventricule doit faire. C'est bon parce que possiblement c'est applicable à multiples différents types d'hypertension pulmonaire. Et ils ont implanté ça déjà dans un petit nombre de patients avec l'hypertension pulmonaire. On démontré que la physiologie s'améliore. Donc, c'est bon d'aller à des plus grands essais pour voir si oui ou non, et que le plus grand nombre de personnes peuvent le faire et améliorer des résultats cliniques, qui est vraiment important
comme prochaine étape pour avoir ce type d'appareil au marché. Donc, en résumé, la haute pression dans les poumons, l'hypertension pulmonaire, mais une pression plus élevée exerce une pression supplémentaire sur le côté droit du cœur. Donc, avec une pression continue, la chambre droite va faillir. Et lorsque cela arrive, c'est un déterminant important des résultats pour les patients avec l'hypertension pulmonaire et on manque beaucoup de thérapies efficaces pour cette complication d'hypertension pulmonaire. Merci beaucoup d'avoir été présent au G, ceux qui ont regardé l'enregistrement de tout ça. Merci pour votre temps, votre attention. Je suis très heureux de répondre aux questions au travers des questions-réponses maintenant. Merci, Jason. C'était fantastique. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le potentiel des hormones, la connexion des hormones avec le HP et certainement les hormones qui fonctionnent en notre faveur en tant que femme, pour une fois. C'est quelque chose que j'aimerais entendre. Si vous voulez prendre l'opportunité de mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses de Jason, tu peux remettre les diapos. Je vais couvrir ces dernières petites diapos que j'avais et ça va donner à tout le monde l'opportunité de mettre leurs questions là. OK? Oui, j'ai manqué les diapos ici, mais j'ai dit ces choses. Donc, question. OK. Oui, pendant que vous faites ça, je vais simplement mentionner que si vous ne l'avez pas déjà fait, un rappel que notre conférence nationale aura lieu en septembre à Calgary et le foyer de Jason, en fait. Et si vous voulez vous joindre à nous, on aimerait vous recevoir. L'inscription est encore ouverte. Donc, faites-le sur notre site web. Et la prochaine diapo, je vais mentionner que si vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui, vous voulez continuer la conversation, joignez-vous à nous la semaine prochaine pour la table ronde du HP et qui est vraiment une réunion informelle où on va déconstruire ce qui s'est passé aujourd'hui dans le webinaire et on parle plus de ce que nous avons appris et on attend des patients et leurs expériences de vie en particulier. Si vous aimeriez continuer la conversation avec Jason aujourd'hui, joignez-vous à nous la semaine prochaine et vous pouvez vous inscrire sur le site web. Donc, clarifier que mon foyer, en fait, c'est Edmonton. Ah, OK, j'oublie toujours. Je suis une personne de l'Ontario. J'ai présumé que tu es là. Tu es assez proche. Bon, oui, c'était à Calgary trois fois, mais de façon plus importante avec les Oilers d'Edmonton. OK, tu l'étais avant. J'ai à moitié raison. OK, maintenant, wow, ça a rentré. Jason, est-ce que tu peux voir les questions? Est-ce que tu veux que je les lis ou est-ce que tu veux les couvrir? OK, je peux les lire à voix haute et je vais les cliquer au fur et à mesure que je les réponds. Donc, la première question que je vois, c'est comment que le BNP rentre dans tout ça. Donc, le BNP, c'est un hormone qui est relâché du cœur lorsqu'elle est sous stress. Ce n'est pas particulier au ventricule de gauche, le BNP monte aussi, mais dans les gens avec le PAH, le ventricule de droite n'est pas le problème, ou de gauche n'est pas le problème. Le BNP normal, ça suggère que les gens ne sont pas dans l'insuffisance du cœur de droite et le BNP est relatif et moins cher et plus facile sur une base régulière que des choses comme les échos et certainement moins invasif qu'un CAF. Donc, c'est un des outils, tous d'outils que nous utilisons pour mesurer comment le cœur de droite fait dans le temps. Donc, le BNP augmente. On s'inquiète que ça peut avoir pire. Mais si vous faites le BNP, et si vous mesurez deux fois dans la même journée, dans la même personne, elle sera un peu différente. Donc, il y a de la variabilité dans tout ça. Et on va considérer les tendances aussi, la magnitude vers laquelle elle augmente ou décroît. Non seulement pour se rempirer, mais aussi en répondant au bon traitement. Donc, c'est une des choses qu'on fait pour stratifier les gens par le risque, en plus des symptômes. Et puis la marche et l'échocardiogramme, le IRM, HeartCath et tout, on intègre toutes ces choses. Donc, c'est beau et relativement disponible comme test qu'on peut suivre en tout temps. La prochaine question. Donc, pourquoi est-ce que les traitements pour le traitement du cœur de la gauche ne sont pas utiles pour le côté droit? Bon, très bonne question. Les biologiques, les facteurs qui vont mener là sont là, prêtes. Donc, dans la plupart des cas, Ça, c'est des raisons. C'est l'une des raisons, en fait, pour les différentes maladies du cœur, pour que puisse rentrer en effet.
Et en fait, le tissu est affaibli à cause des problèmes cardiaques, en fait. Et donc, l'hypertension et d'autres enjeux créent ces problèmes-là, le myocardite et autres. Donc, ces types de problèmes du côté gauche du cœur, en fait, ça va causer d'autres réactions, tout simplement. Et donc, et je pense que ça a été développé à cause de ces différents processus de développement. Et à cause de ces ventricules gauches qui vont répondre justement à ces blessures de plusieurs façons. Et ce n'est pas surprenant à cause de plusieurs raisons qui sont justement vues ces différents traitements. Et ça n'a pas vraiment fonctionné, ces différents essais. Et l'un des exemples, en fait, ce sont les bloqueurs bêta. C'est en fait là pour ralentir votre rythme cardiaque et qui permet justement à l'amélioration du cœur. Et donc, il y a des bénéfices des blocages bêta pour les études d'expérimentation avec les animaux, par exemple. Mais lorsqu'ils ont été testés durant les études, en fait, ça n'a pas vraiment donné les résultats qu'on aurait souhaité. Et l'une des raisons, en fait, c'est parce que les bloqueurs bêta, en fait, ralentissent le- la vitesse du cœur des patients et ça ralentit, ça empêche au flux du sang de fonctionner normalement. Et c'est ça, en fait, que les blocages bêta font exactement. Et donc, je pense pas que ça a été fait complètement. Et les autres enjeux, justement, des échecs du côté gauche du cœur, en fait, ont été étudiés. Nous sommes en train, justement, de voir les différents médicaments et un médicament pilote qu'on est en train d'essayer pour voir est-ce que ça va fonctionner pour, justement, améliorer les résultats des échecs du côté cœur, du côté gauche du cœur. Et il y a aussi des études avec l'animal qui suggèrent que ça pourrait aider avec cela et que c'est sécuritaire. Et c'est un traitement qu'on veut, justement, qu'on veut commencer à étudier pour être en mesure de voir pour le côté droit aussi. Prochaine question maintenant. En fait, c'est euh, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles concernant les différents essais, concernant les thérapies basées sur les cellules souches, comme l'essai Saphir? En fait, ce sont les gens avec ces différents problèmes-là pour voir comment justement, et en fait, le, l'oxyde nitrique transfère le sang dans les artères. Et cette étude, en fait, il y a une phase 2 qui a été amenée de l'avant, qui a été suspendue. Durant la COVID, justement, il y avait beaucoup de signification et ça n'a pas été publié encore. Mais ça avait été commencé très tôt et on ne sait pas si les signaux fonctionnent et on est en train de voir quelles sont les options pour le futur proche. Et basé sur ça, ça a peut-être poussé à d'autres études encore plus approfondies. Et on essaie aussi de voir pour les différentes thérapies qui pourraient aider pour régénérer les muscles. Mais ça, c'est encore au début des différentes étapes. Et on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu à l'étape où on est ça sur les humains. Donc, on est en train de faire la recherche sur le sujet, encore une fois. Prochaine question. En fait, je suis un peu confus. Si le patient souffre de dysfonctionnement diagnostique ou se trouve avec un ICC et que vous améliorez la fonction cardiaque qui diminue inévitablement, à quoi l'amélioration du fonction euh, vous aiderait-elle si cela devient possible? Puisque le côté droit est tombé. Et donc, c'est un peu différent comparativement des différents échecs du cœur. Des fois, ça se développe un peu plus lentement et au fil du temps à cause de différents facteurs. Et les gens, justement, essaient de voir les différentes options. Et idéalement, on pourrait justement résoudre ces différents problèmes-là. Mais si les patients sont en train de développer ces fonctions, cibler le côté droit du cœur pourrait aider les différents symptômes du client et pour voir est-ce que ça pourrait avoir un impact quelconque. Et idéalement, on résoudrait tous les problèmes, mais par contre, traiter les complications de cela pourrait aussi bénéficier et faire bénéficier les différents patients. Et donc, je pense que c'est encore euh, une cible très précise et je pense que ça pourrait aussi résoudre le problème sous-jacent. Et donc, en ce moment, on n'a pas encore vraiment beaucoup de traitements pour être en mesure de résoudre ce problème-là, mais je pense que ça aiderait énormément. Des deux sens.
D'accord. Donc, si le côté droit du cœur échoue à cause d'une insuffisance cardiaque du côté gauche, peut-on traiter ces personnes avec des médicaments spécifiques pour cet enjeu? En fait, je pense que la majorité de ces essais ont démontré que ces drogues ne fonctionnent pas. Et certaines de ces études ont démontré que ça, en fait, ça complique les choses. Et, et je pense, on, ça n'a pas encore été approuvé pour ces conditions-là, pour les échecs du côté droit. Les docteurs sont encore en train de voir ça. Ils ont fait des interactions avec les familles des patients et ils sont en train de voir quelles sont les options. Et donc, on est aussi peut-être inquiet de voir peut-être qu'il y aurait deux choses qui se passent en même temps et on essaie de voir si on fonctionnerait, on essaierait ça avec une seule situation et voir quelles sont les attentes très claires et spécifiques et d'avoir une évaluation objective de ce qui serait considéré comme succès. Et on essaie d'avoir aussi des essais aléatoires qui est l'une des façons justement de voir si ça fonctionne, mais malheureusement, ça n'a pas donné les résultats qu'on aurait souhaité. Et donc, on essaie de voir les différentes situations. Et pour le moment, non seulement les artères, mais aussi dans les veines. euh, Si vous avez des échecs du côté droit du cœur et vous avez des veines qui ont des enjeux et que vous avez le cœur qui pousse du sang vers le haut, vous allez avoir du flux sanguin vers le poumon. Mais c'est comme si en fait il y avait une dame qui empêche ces différentes circulations. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et en fait, on, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les résultats ne sont pas comme souhaité. Et c'est ça qui s'est de voir justement durant les différents essais cliniques. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup de succès sur le sujet, mais on essaie encore de faire ça fonctionner, même si ça ne fonctionne pas. Et il y a eu un peu de rationalisation pour dire que ça fonctionnerait, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et la prochaine question, c'est mon préféré qui est dit allez-y, Oilers, Edmonton. Donc, on espère. Et donc, est-ce que les vaisseaux dilatateurs pourraient aider les différents patients avec le flux sanguin? Donc, il y a différents enjeux pulmonaires, dont par exemple la fibrose pulmonaire, par exemple, qui est très hétérogène et qui est quand même assez large, des enjeux, des maladies très larges qui vont rétrécir euh, le poumon. Et ces gens-là peuvent développer le HP. Et donc, ça ressemble un peu au à l'enjeu, mais surtout les gens qui sont ces enjeux-là. Et est-ce que les vaisseaux dilatateurs peuvent être utilisés pour ça, tout simplement? Et en fait, l'exception à cela, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vaisseau dilatateur qui est approuvé ici au Canada jusqu'à présent. Je vais expliquer pourquoi. En fait, il y a des essais qui ont eu lieu et des vaisseaux dilatateurs oraux qui ont été utilisés pour les HP, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné durant les études. Et surtout pour les enjeux de fibrose. Et il y en a qui ont créé des enjeux encore plus pires, en fait. Et il y a un vaisseau dilatateur qui s'est inhalé aussi, qui aussi a été utilisé. Et, et ces vaisseaux dilatateurs est un peu mieux que celui qui est consumé par la bouche. Et en fait, ça, ça aide les poumons qui ont des aspects qui sont encore intacts. Et donc, ça livre un peu les drogues vers une direction qui est la plus idéale. Et quand on utilise ces différents vaisseaux dilatateurs, on, ça permet à l'oxygène de bien se promener. Et des fois, il semblerait que ça ne fonctionne pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je ne sais pas exactement si cette drogue va être considérée pour venir ici au Canada. Mais je pense que si ça venait au Canada et que c'était approuvé par Santé Canada, ça serait définitivement une étude pour les gens justement qui ont des restrictions dans l'HP. Et donc, jusqu'à maintenant, les essais cliniques qui sont en train d'être faits n'ont pas encore donné les résultats qu'on aurait souhaité. Mais selon ce que je sais, ça n'a pas encore été approuvé en Europe et encore pas ici au Canada pour le moment. Donc, est-ce que le traitement ARIA est-il testé ou essayé ici ou seulement dans d'autres pays?
En fait, les études qui avaient été faites au début, c'était en Austrie. Je pense que récemment, ça a été publié. Je pense que c'était les études très préliminaires avec les différents patients. Je pense que les compagnies qui sont en train de développer cela ont commencé à avoir un essai plus large qui va être fait ici aux États-Unis et possiblement aussi en Europe et peut-être au Canada, mais on ne sait pas s'ils vont vraiment essayer de venir ici au Canada. Mais ça va dépendre de plusieurs facteurs, incluant par exemple la capacité d'avoir des patients pour l'essai et aussi les différentes règles et les cadres de restriction ici au Canada. Mais si ça a lieu, en fait, je pense que si cette compagnie vont avoir ces essais-là ici au Canada, on va voir où ça aura lieu et comment ça aura lieu, en fait. Ça sera la situation. Donc, l'autre question concernant quel type des facteurs d'exclusion seront utilisés, dans quelle mesure les patients doivent-ils être malades, entre guillemets, pour participer. Et en fait, pour ces essais, généralement, ça sera quand même, ils doivent quand même être assez malades. Ce seront des patients assez malades, mais on essaie de garder ça quand même assez large et de garder ça vraiment dans la capacité où on peut inclure des facteurs ou qui inclut des caractéristiques de clients qui pourraient donner comme résultat qui les causerait d'abandonner un essai ou de ne pas terminer l'essai. Et je pense, en fait, si je pourrais dire ça, des choses qui pourraient mettre en question la validité de l'essai. Et je pense que ça pourrait causer au test d'échouer et de ne pas avoir un résultat conclusif. Et donc, je pense que ça pourrait inclure les gens qui sont justement à l'hôpital en ce moment. Je pense que ce sont les gens qui viennent à l'esprit en premier lieu. Et je pense qu'on essaie de faire des différents essais et pour voir si les choses fonctionnent. Les patients devraient être malades et aussi être en mesure de participer à l'étude. Donc, généralement parlant, on essaie de restreindre le moins que possible. Et les autres essais, généralement parlant, seront un peu plus dans cette direction-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne vais pas vraiment être plus spécifique puisqu'on n'a pas été en mesure de vraiment spécifier lequel est le plus valide ici au Canada et comment on pourrait faire euh, euh, rendre ces tests ici au Canada possibles. Dans la prochaine question, en fait, est-ce que de fortes doses de Lasix constituent-elles un bon traitement de l'HTAP et de la dysfonction diatélique? Donc, en fait, je pense que on essaie de voir c'est quoi exactement que le Lasix fait. Lasix fonctionne dans le rein et les reins, en fait, enlèvent le sel et le sodium et c'est une façon justement pour nous de réduire la quantité de fluide dans le corps et c'est bon pour un côté droit du cœur. Et les, les autres options comme le Lasix, en fait, des fois, ça peut blesser euh, le rein. Et ça peut aussi créer des problèmes d'électrolytes et avoir des problèmes de potassium qui seraient très bas et par la suite créer des problèmes de rythme cardiaque. Et vraiment, c'est pourquoi les docteurs vont vraiment tester le sang régulièrement et voir si on peut ajuster le dosage vers le haut ou vers le bas. Donc, est-ce que c'est un bon traitement? Je pense que c'est un traitement. Voir si ça fonctionne ou pas, vraiment, ça va être basé sur les expériences euh, en, en laboratoire. Et donc, on essaie de voir les différentes options. Et jusqu'à maintenant, j'ai vu tellement de patients et je ne sais pas si on préfère ça de manière éthique. Donc, c'est ce que nous avons jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une question, on a dit, après un suivi d'une dernière question. En fait, vous avez essayé de faire des tests. Est-ce qu'il y a des plans pour améliorer la fonction du RV? En fait, personne n'a vraiment fait ces études-là pour prouver que l'amélioration des fonctions RV pourrait aider les symptômes. Et en fait, on sait que c'est relié, surtout les gens avec ces différents symptômes et ces incapacitations. En fait, je pense que 30% d'entre eux ont des fonctions RV qui fonctionnent et personne n'a vraiment réussi à voir que en permettant que cette fonction VR fonctionne, que ça donnera le résultat qu'on aurait souhaité. Donc, ça doit être bien étudié euh, pour bien comprendre.
En fait, est-il courant d'avoir une transplantation cardiaque et pulmonaire à cause de l'HTAP et de la sclérodermie? Et je pense que ça, c'est fait par plusieurs organes et ça peut attaquer les vaisseaux sanguins dans le poumon et ça peut causer le pH et ça peut avoir impacté le cœur aussi. Ça peut aussi causer l'hypertension et d'autres enjeux. Et généralement parlant, on essaie de regarder euh, le plus que possible les niveaux de pH. Et en fait, on essaie d'évaluer ça le plus que possible parce que si c'est seulement l'HTP, les gens n'ont peut-être pas besoin de tout cela. Donc, on n'a pas vraiment parlé de tous les différents points, mais si c'est entièrement relié avec les problèmes de pression du poumon et que vous remplacez, vous fixez ce problème-là, en fait, ça va aider le côté droit du cœur. Et ça, c'est pas mal le résultat qui est sorti de tous les patients. Donc, c'est très résilient et ça s'adapte très facilement. Et si vous êtes à la mesure de réduire ces différents impacts, ça va permettre au ventricule droit de guérir tout simplement. Et donc, on utilise cela en combinaison. Et si on ne fait pas cela, en fait, dans certains cas, quand la sclérodermie attaque directement, des fois, ça va créer la fibrose et certains patients vont demander une transplantation de l'organe. Et Et c'est plus commun avec les clients qui ont la sclérodermie. Et donc, il faut pas assumer que le côté droit serait normal dans cette situation-là. Donc, la première question, en fait, c'est que j'ai eu le CTE-PH et j'ai été opéré en 2014. J'ai toujours été très actif et j'ai fait de l'exercice et j'ai été opéré à 70 ans. Probablement à cause d'un excès d'exercice avec un entraîneur personnel en préparation d'une prothèse de genou. Et j'ai presque quitté en marchant. L'exercice physique ne devrait-il pas être une priorité et être suivi le plus près en fonction des capacités du patient, comme pour tous les organes et les mouvements est le plus important, comme dans la chirurgie cardiaque, etc. Cette opération est-il fonda- fondamentalement plus facile, plus difficile que la chirurgie cardiaque et existe-t-il des études sur le sujet? Et donc, est-ce que l'exercice vraiment améliore les choses? Définitivement, ça c'est le cas. Et il y a eu des cas justement sur des exercices de réhabilitation et des programmes pour les gens justement qui ont le HTP. Et il y a des choses qui vont aider avec la qualité de vie pour ces patients-là. Et donc, est-ce que la réhabilitation avant une chirurgie aura des bénéfices? En fait, je pense pas que ça a été étudié, mais c'est très précoce pour les gens justement qui ont le CTE-PH. Et je pense que ça peut limiter la vie quotidienne et ça peut justement créer du stress sur le côté droit du cœur. Et donc, l'exercice doit être fait sécuritairement parce que si on le fait de la mauvaise façon, ça peut être très dangereux, justement. Et donc, certainement, le mouvement est important et l'exercice est aussi important et le recouvrement après la chirurgie est aussi important et- pour justement stabiliser ces différents points. Et on a parlé de cela pas très longtemps de cela. Et j'ai fait ça avec un de mes stagiaires et on parlait de comment l'exercice fonctionnait et comment c'est efficace. Et ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi exactement les gens ne le font pas. Pourquoi les gens avec l'HTP ne font pas ces choses-là. Et comment ils pourraient faire plus d'exercice. Et très souvent, c'est à cause du manque d'accès où les docteurs n'en parlent pas assez ou ne sont pas référés par leur docteur de famille. Et je pense qu'il y a des études qui ont été faites sur le sujet et on a présenté cela à une conférence pas très longtemps de cela. Et beaucoup de patients ne demandent pas d'être référés ou n'ont pas d'accès à cela tout simplement. Et ça, c'est un très grand problème. Et je pense qu'on doit justement adresser cela. Et ce n'est pas seulement un problème d'HTP, mais c'est aussi avec beaucoup d'autres maladies pour la majorité des différentes communautés. Et on essaie de développer ces choses-là
Et l'une des choses qui a été développée durant la COVID, c'est plus d'accès à la réhabilitation virtuelle. Et on n'a pas beaucoup de données sécuritaires sur les patients d'HTP et surtout la même chose aussi pour les gens avec le COPD. Et on a beaucoup d'études qui ont démontré comment on peut assister ces différents patients, comment on peut entraîner et leur donner l'exercice physique qui va les aider, tout en étant assistés et supervisés. Et donc, il y a beaucoup d'études qui suggèrent cela et que les gens qui ont été bien surveillés avec l'HTP peuvent rétablir avec l'exercice physique. Et c'est une question très large. J'espère que j'ai répondu à ça quand même assez bien. Maintenant, question de Jane. Dans quelle mesure le Sotercept, en fait, est-il sur le point d'être introduit au Canada? En fait, ça a été introduit ici au Canada, ça a été amélioré ici aux États-Unis et ça a été fait aussi en Europe. Et je regarde à l'échéance, en fait, je pense que ça sera en automne. De quand exactement la décision sera prise par Santé Canada. Et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et même lorsque ça sera approuvé, ça, et que l'action sera, est-ce que ça sera payé par le gouvernement? Et ça reste à plusieurs niveaux du gouvernement pour voir les différents accords, pour voir combien ça va coûter en fait. Et donc, pour la santé publique et l'assurance pour cette drogue, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et donc, je ne sais pas exactement ça sera quand. Et je sais que c'est en train d'être fait en amont mais ça doit être approuvé par Santé Canada au Canada pour être utilisé, d'utiliser cela hors d'un essai. Et par la suite, ça sera fait par un remboursement. Et toutes les décisions, des fois, peuvent prendre plusieurs mois et même plusieurs années. Et c'est très spécifique selon ce que j'ai compris. Et donc, ça pourrait être l'HTP Canada qui va devoir utiliser cela. Donc, en fait, ce que tu as dit, Jason, est pas mal parfait et correct jusqu'à présent. La prochaine question est en français et je vais le lire euh, pour vous. Donc, c'est un programme d'exercice dans l'exercice physique. Et ça, est-ce que ça peut aider justement? Et est-ce que ça a été mis en priorité? En fait, je pense que j'ai répondu avec la dernière question et je pense que oui, ça peut aider avec les patients stables. Et oui, est-ce que c'est priorisé? Malheureusement, non. Je pense que la majorité des espaces n'ont pas accès à cela. Ce n'est pas une priorité. Et c'est quelque chose sur lequel on peut travailler avec HTP Canada et avec les différents docteurs de famille à travers le pays. Et ce qu'on peut faire, c'est voir et s'assurer qu'on travaille là-dessus, s'assurer qu'il y a assez d'études sur le sujet pour voir quels sont les effets secondaires. Et on doit essayer de continuer à s'assurer que nos docteurs de famille euh, sont en train de tester des choses qui ont été prouvées comme étant remplies de bénéfices et s'assurer de voir s'ils veulent le faire, si c'est sécuritaire de le faire et s'ils peuvent avoir accès à cela. Donc, j'ai répondu à cela euh, en anglais, mais j'espère que la réponse a été répondue en français. Et donc, à la prochaine question, Dr. Dorsami, ça dit en fait, comment évaluez-vous les autres paramètres hémodynamiques sur le RHC, tels que le gardien pulmonaire de diastolique, le RAP, l'index cardiaque et le SVI? Je suis sûr qu'une combinaison de facteurs probables a probablement la meilleure, mais a garanti être un gardien pulmonaire de diastolique. Et en fait, on peut calculer beaucoup de choses, ces différentes mesures et ces différentes variables. Et à différentes mesures dont nous parlons ici, les, l'aspect dystolique, en fait, c'est, c'est quelque chose qui monte quand le rythme cardiaque monte et descend quand le cœur se calme. Et en fait, ça arrive juste avant que le cœur recommence à contracter encore une fois. Et durant cette pression, ça commence à indiquer un nouveau modèle. Et généralement parlant, c'est normal. Et je pense qu'il y a une transmission très passive à travers le poumon. Et on essaie de restructurer les différents vaisseaux sanguins. Et je pense que très souvent, c'est très bas. Il y a beaucoup d'études qui ont étudié cela. Et certains d'entre eux ont démontré que certains d'entre eux, c'est important. Et d'autres montrent que ce n'est pas important. Et généralement, ceux qui montrent que ce n'est pas important, c'est à cause d'une erreur de, d'équation.
Et je pense que dans les dernières directives qui ont été partagées, et en fait, ça suggère que ça devrait être concentré sur leur PVA parce que plus d'études ont montré que c'est des pronostics. Et, et je pense que ce qui est important avec la pression, c'est concernant les calculs sur l'adaptation. Et ça, c'est différent à la résistance du flux. Et en fait, c'est le paramètre euh, qui est ciblé par ce dispositif, en fait. Et je pense que c'est un peu différent, mais généralement, ça signifie des choses différentes aussi. Et je pense que les indices cardiaques, les études que moi j'ai faites, ça montre que les indices cardiaques disent combien exactement les battements cardiaques est multiplié pour avoir plus d'informations. Et je pense que la raison pour ça, c'est que l'index cardiaque est normal et très souvent, c'est causé par l'augmentation. Et je pense que pour le fonctionnement cardiaque qui est maintenu seulement par votre rythme cardiaque, des fois, ça peut porter à confusion parce que le rythme cardiaque change beaucoup. Et je pense que dans l'étude, on a démontré que euh, on peut prédire cela plus facilement. Et je pense que la pression dans cette deuxième chambre, du côté droit du cœur, est indépendamment pronostic. Et je pense que pour répondre à ta question, je pense qu'il faut tous les intégrer. Et en fait, on ne se fie pas seulement à une seule variable. Et les différentes pressions, si c'est normal, c'est bon. Mais si c'est les deux sont anormales, ça, c'est mauvais. Et je pense que ça, c'est très intégral. Et j'espère que c'était compréhensif pour les patients qui écoutent ici aujourd'hui. Maintenant, euh, comment est-ce que l'impact d'un trou dans le cœur sur le flux sanguin est à l'intérieur du cœur? Et en fait, une chose, généralement parlant, ce sont des choses avec lesquelles nous sommes nés. Et très souvent, ça arrive à une portion de la population. Et là où est-ce qu'on trouve le trou, et là où ça va impacter le flux sanguin, ça peut être à cause d'aspects défectueux. Et en fait, ça signifie qu'il y a une connexion entre les plus petites chambres et au reste. Et généralement, c'est un peu plus gros et plus large entre les ventricules et l'échéance de, du temps par rapport auquel ces choses-là sont adressées, ça peut aider à trouver les différents problèmes plus rapidement et être résolus plus rapidement. Et si ce n'est pas détecté, généralement, ce sont dans les pays où ils n'ont pas accès à ces différentes technologies et aux différents docteurs de famille qui peuvent les assister avec cela. Le problème à ne pas résoudre ces différents trous dans le cœur, c'est qu'au fil du temps, ça peut avoir un impact plus négatif et ce flux augmenté peut créer l'HTP dans certaines personnes. Et il y a un certain point où fermer le trou, ce ne sera plus, n'aura plus de bénéfices. Et ça, c'est l'une des choses qu'on essaie de faire avec les différents cardiologues, c'est de savoir quand exactement on doit fermer le trou. Est-ce que ce sera avec des chirurgies ou avec des dispositifs? Et c'est quand exactement le moment pour le faire. Mais de manière plus intéressante, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont passées ici au Canada. Et je pense qu'on essaie de créer ces différents trous pour voir comment on peut approcher les gens avec des échecs du côté droit du cœur. Et très souvent, quand les risques sont très hauts, en fait, ça agit comme une vanne où ça relâche la pression. Et ça peut causer que la pression des gens puisse aller très bas. Et ça cause d'autres symptômes et empêcher leur capacité de fonctionnement temporairement. Et très souvent, c'est fait pour améliorer les symptômes, mais ce n'est pas fait pour la longévité de la vie de la personne. Et ça, l'oxygène va justement compenser pour ça. Et c'est pour ça qu'on ne ferme pas ces trous pour les gens qui sont déjà été établis. Donc, la prochaine question est probablement sur le cœur de tout le monde. Je peux connecter, je peux commenter sur l'efficacité
Oui, définitivement, je peux commenter sur ça. Ce Paracet, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un nouveau traitement potentiel pour le. C'est différent de nos thérapies existantes pour le HP. Les thérapies existantes que nous avons sont surtout des dilateurs de vaisseaux. Et ils vont dilater les vaisseaux pour baisser la pression. Ils vont améliorer l'exercice et la capacité d'exercice, les symptômes au travers d'une variété de mécanismes. Donc, euh, l'autre médicament fonctionne en ciblant l'abnormalité des poumons. Ça va lier ces facteurs de croissance qui s'appellent les activines. Les activines vont faire la promotion, le développement du HTP en stimulant la croissance de ces vaisseaux sanguins. Donc, les vaisseaux sont plus euh, épais. Donc, si vous bloquez les activines, ça peut arrêter ou même s'améliorer et en fait faire la renverse, la maladie. Donc, je le dis possiblement parce que ça n'a pas été démontré encore dans les humains. Dans les études animales, ça a renversé les maladies vasculaires pulmonaires et d'autres traitements que nous avons essayés qui n'ont pas fonctionné chez les humains. Mais ce n'est pas de renverser le modèle au travers d'affecter les facteurs de croissance qui le font. Donc, cliniquement, qu'est-ce que ça fait? Donc, dans la phase 3 de l'essai, sur Tadalcept, l'essai clinique où les patients étaient sur un placebo ou sur Tadalcept, améliorer les capacités d'exercice sur la distance de 6 minutes par près 40 mètres qui est important cliniquement, on sait de d'autres études que toute thérapie qui augmente la distance de marche de plus de 30 à 33 mètres est cliniquement pertinent. C'est une amélioration associée aux meilleurs résultats, les qualités de vie. Donc, une augmentation de 40 mètres, c'est assez important. Et le deuxième résultat était quasiment tous rencontrés aussi et démontrés par ce Tadalcept, incluant la fonction capacité fonctionnelle et les deux mesures de qualité de vie a réduit le BNP et ça améliore l'hémodynamique et améliore la fonction du cœur, partie droite. Et la partie plus importante, ça réduit le risque des résultats cliniques qui étaient poussés par les gens qui avaient le PAH qui s'empirait ou le HTTP qui s'empirait. Mais il y avait une réduction de 84 euh, mais pas poussée par les différences dans les décès, mais par les essais cliniques. Ça augmente une variété de différents domaines dans les gens avec le HTP. Et ça, c'était fait en plus des gens qui sont sur différentes thérapies. 2 tiers des patients étaient sur triple therapy, triple thérapie. Un autre tiers était sur double thérapie. Et à peu près 40 de ceux-là, je crois, étaient sur hypopersonal ou proportional, des pompes. Donc, une grande proportion, c'était un pré-traitement lourd et qui se sont améliorés avec ce Talset. Donc, au moins dans l'essai clinique, les populations, c'était très efficace. Et bien sûr, on n'a jamais considéré l'efficacité sans parler de sécurité relativement sécure. Il y a certains signaux que ça peut avoir des effets secondaires. Bien sûr, ça peut causer des niveaux de croissance de vaisseaux sanguins, de telangiectasia et une augmentation de risque de saignement, surtout saignement du nez, mais aussi le saignement à l'interne dans l'estomac lorsque le gastro-intestinal dans le saignement. On doit faire attention une fois que ces médicaments sont disponibles.